N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça commence. Ça fait un moment que je ne l'ai pas entendu. Oui, oui, oui. Non, ils ont attendu les auditrices et auditeurs de Néo-Québec, mais en fait, il fallait que toi aussi, ça moi aussi. Je suis dans les studios depuis 9h30. Ah C'est oui, maintenant c'est vrai? qu'on m'autorise à passer. 9h30. 9h30. 9h30, Oui, c'est mais il faut aussi dire la vérité. C'est qu'entre 9h30 et maintenant, tu faisais des choses. Oui. Tu travaillais. Fallait mettre le point final. Sur Voilà, notre hein, allons-y. Allons-y. On a dit qu'on est dans la série Les Angles morts. Oui, Donc, les ce angles qui n'était morts. pas fait exprès, mais Ah oui, tu crois? non. Ah, tiens. Donc, on va parler des angles morts Du féminisme, tout à fait. J'ai des choses à dire là-dessus. Mais... J'imagine. Non, mais bon, surtout par rapport à ce que tu as dit en introduction. Chapeau ou bonnet rose. The là, Pink Pussy Hat. Yes. Yep. Et Harriet. Tubman. Ça fait un C'est peu... les petits mots-clés de Oui, l'intervention voilà, du de jour. l'intervention du jour qui donne un peu. Ouais. Et ça, seulement cette image-là, ça nous dit des choses sur les angles morts du féminisme. Si je comprends bien... En tous les cas, ça m'a donné envie d'en parler. Oui, parce que j'ai partagé en fait la photo de ce dont nous sommes en train de parler, Cyril et moi. C'est que, allez voir sur la page Facebook de Néo-Québec, j'ai partagé une photo qui a été virale, si on peut le dire, ce week-end, de la statue d'Harriet Tubman. Tout de suite. Non, je n'ai pas assez de followers pour ça, que tu me regardes. La statue un mémorial de Harriet Tubman a été trouvé. Nous avons trouvé, photographié le Pink Pussy Hat, le chapeau, la rose, sur la statue de Harriet Tubman. Et quand j'ai vu ça, Cyril était connecté à ce moment-là, il pourra témoigner. Je me suis réveillée le lundi, j'ai allumé l'internet, j'ai vu les réseaux sociaux, c'est la première chose qui est apparue sur mon fil d'actualité. Et ma tension a fait un bond. Donc j'ai ouvert une discussion avec Cyril qui a été l'objet, voilà exactement, qui a été le receveur de toute ma tension du lundi matin. Alors, et effectivement, continuons dans cette conversation parce que ce chapeau, c'est quoi? Je t'ai dit, je ne savais pas, je comprenais pas. Eh bien, du coup, on va refaire tout ce contexte-là. D'accord. Tout à fait. On t'écoute. Alors, il faut savoir que le week-end dernier, la semaine dernière, samedi 20 janvier, se tenait la Women's March, qui est une manifestation qui a commencé pour la première fois en 2017 lors de l'inauguration de Trump, ce cher Trump, et face donc à notamment les propos qu'il avait tenus, dans laquelle on le voit dans une vidéo dire « Grab the woman by the pussy ». Un certain nombre de femmes sont descendues dans la rue pour manifester, et notamment pour manifester contre son inauguration, manifester contre ses politiques, contre ses propos, contre ce qu'il représentait finalement. Ça a été donc la fameuse Women's March qui a rassemblé des millions de personnes dans les rues à plusieurs villes principales des États-Unis, notamment les plus grandes, il me semble, étaient à Washington, à New York, mais il y a également eu des manifestations semblables dans d'autres pays. Au Canada, on a eu également la manifestation d'une Women's March. Et cette année, en date anniversaire, il y a de nouveau donc une Women's March qui a été organisée donc aux États-Unis, mais également au Canada, donc dans d'autres pays. Et donc, lors de cette Women's March, qui est un des symboles, on va dire, de cette manifestation, c'est le fameux Pink Pussy Hat. Alors, qu'est-ce que c'est le Pink Pussy Hat? C'est ce bonnet tricoté soi-même, c'est du do-it-yourself, tricoté, brodé, un espèce de chapeau rose qui est censé, comme son nom l'indique, représenter les parties génitales des femmes et être un symbole visuel de cette opposition à finalement tout ce que représente Trump. Et c'est un symbole qui donc est devenu viral suite au projet que donc, vous pouvez faire vous-même, qui s'inscrit un peu dans ce que certains appellent le craftivisme, c'est-à-dire le fait de créer soi-même des objets ou des gestes qui vont devenir symboles d'un mouvement et donc s'inscrire, on va dire, visuellement ou être facilement reproduits, c'est cela, ou vont pouvoir facilement devenir virales sur les réseaux sociaux. Le Pink Pussy Hat fonctionne pour ça, il est rose, normalement tout le monde peut le faire assez facilement, les patrons sont facilement trouvables sur internet, et c'est devenu en fait le symbole de cette marche, cette Women's March. Un chapeau, enfin un symbole dont on
pourra revenir parce qu'il a été l'objet de pas mal de critiques. Et en fait, le week-end dernier, ce fameux chapeau, qui était déjà l'objet de beaucoup de critiques pour le côté déjà excluant, notamment par exemple pour les personnes trans, pour les personnes non-binaires, pour les personnes non-binaires, oui, pour les personnes qui ne se reconnaissent pas en fait dans ce symbole-là, beaucoup disaient ça c'est typiquement le genre de symbole qui fonctionne pour les femmes blanches, cis, valides, qui correspondent aux normes corporelles, etc. Donc c'est un symbole qui est excluant de base. Donc déjà c'était un symbole qui était très critiqué. Et ce fameux symbole, quelqu'un, on ne sait pas qui, je ne sais pas si c'est une personne blanche, si c'est une personne racisée, si c'est une femme, on ne sait pas. On sait juste qu'à un moment donné, quelqu'un a trouvé que c'était une bonne idée de grimper la statue d'Harriet Tubman et de placer donc ce chapeau sur la statue, avec probablement l'idée d'avoir cette espèce d'image visuelle de relation entre les mouvements et donc un peu dire les femmes noires, les femmes comme Harriet Tubman auraient porté, il y a eu cette idée aussi, si elles avaient été vivantes de nos jours, elles auraient porté ce symbole, elles auraient fait partie de la Women's March. Et du coup, moi je n'étais pas d'accord avec ça. Mais avant de commencer à démontrer mes arguments, j'allais dire démonter, mais je me suis retenue. Avant de commencer à expliquer mes arguments, on va revenir sur qui est Harriet Tubman, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, ce qui est tout à fait correct. Alors, Harriet Tubman, c'est une femme noire, ancienne esclave, qui est née donc dans les alentours de 1820. Comme j'ai dit, donc c'est une ancienne esclave qui est une véritable héroïne en fait du combat pour la liberté. On la surnomme d'ailleurs aux États-Unis la Moïse noire, la grand-mère Moïse, la Moïse du peuple noir. Pourquoi? Alors, si vous ne connaissez pas Harriet Tubman, je ne peux que vous encourager à vous renseigner sur sa vie parce que sa vie est extraordinaire. Donc, en tant qu'esclave, elle a été bien sûr battue, maltraitée. Donc, je ne peux pas revenir sur toutes les choses, mais allez vous renseigner, notamment. Elle a vécu une vie d'esclave, notamment un jour, un contremaître blanc l'a blessée à la tête lui a envoyé un poids de 2 livres dans la tête. Et elle a été laissée 2 jours sans soins, en sang, renvoyée au travail alors qu'elle était encore blessée. Et cette blessure, en fait, va lui laisser des séquelles à vie. Elle va souffrir de convulsions. Elle va souffrir notamment aussi elle s'évanouissait soudainement. Donc, on parle de nos jours, des personnes disent, en fait, elle souffrait d'épilepsie temporaire. Bon, bien sûr, ça, c'est ce qu'on dit après coup de nos jours, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment de nom. Elle n'avait pas été diagnostiquée comme telle. Donc, non seulement c'est une femme noire, ancienne esclave, mais c'est une femme aussi qui avait un handicap. Okay. Elle fait plusieurs tentatives d'évasion pendant sa vie d'esclave et finit par réussir à s'échapper. Elle s'évade vers la Pennsylvanie en utilisant le Underground Railroad, donc le fameux chemin de fer clandestin. Et là où ça devient encore plus extraordinaire, ce qui est déjà quand même en soi extraordinaire de réussir à s'évader, c'est que elle va faire quelque chose d'assez incroyable. Elle va, après s'être évadée, elle va retourner dans le sud, elle va retourner dans le lieu où elle était esclave pour aider à faire s'échapper d'autres esclaves. Donc elle va commencer par des membres de sa famille, puis elle va faire plusieurs fois l'aller-retour pour libérer d'autres esclaves en utilisant le Underground Railroad. Notamment, elle était connue pour marcher fusil au poing. Et donc, elle retournait et apparemment, elle aurait permis de s'évader plus de 70 esclaves. Même, certains parlent d'une centaine. Elle a fait plus de 13 expéditions pour pouvoir libérer d'autres esclaves. Il faut bien comprendre qu'elle le faisait pendant la période du Slave Act, c'est-à-dire pendant la période où il y avait une législation qui obligeait les États, qui les contraignait à participer, même les États libres, même les États du Nord, à participer à la capture des esclaves qui tentaient de s'enfuir. Et c'était aussi un Slave Act qui renforçait les punitions contre les personnes qui aidaient les esclaves à essayer de s'enfuir. Donc non seulement elle prend des risques énormes à retourner pour aller libérer des esclaves, mais elle le fait aussi pendant une période où même les États libres n'auraient pas pu la protéger ou ne seraient pas intervenus. Ils auraient aidé au contraire à ce qu'elle soit réprimandée pour ça violemment, comme on peut s'imaginer. Et après la guerre de sécession, donc on rappelle aux États-Unis, les États du Nord, les États du Sud ont se fait la guerre, notamment principalement parce que les États du Sud ne veulent pas arrêter l'esclavage. Donc après la guerre de sécession, elle va s'engager dans la lutte pour le suffrage féminin. Donc elle va s'engager dans la lutte pour l'obtention du droit de vote des femmes et notamment du droit de vote des femmes noires. Et puis elle va vivre une vie assez extraordinaire. Il y a des biographies qui lui sont dédiées et franchement allez vous renseigner sur elle. Donc il y a ce monument aux États-Unis
où on voit, donc malheureusement, elle n'a pas le fusil au poing dans ce monument-là, ce qui est un peu critiqué, mais bon, c'est pas grave. Puis il y a ce monument d'elle marchant en fait vers la liberté, à un moment où elle est déjà assez âgée, parce qu'il faut savoir qu'elle est retournée quand même jusqu'à un âge avancé, elle est allée libérer des esclaves. Puis les coins de sa jupe, on peut voir le visage de certaines des personnes qu'elle a aidées à se libérer. Donc voilà qui est Harriet Tubman, qui est une véritable héroïne de liberté, freedom fighter, comme on l'appelle. Et donc, on a voulu prendre le symbole d'Harriet Tubman, sa vie, ce qu'elle représente, son combat extraordinaire pour le droit des esclaves, mais également pour le droit des femmes noires, et mettre le Pussycat Hat sur sa tête et dire les deux mouvements sont liés. Harriet Tubman est également une icône féministe. Regardez, de nos jours, elle aurait porté le chapeau. Et moi, ça m'a posé un problème. Donc maintenant que le contexte a été donné, voilà pourquoi, tranquillement, cela m'a posé un problème. Donc comme je l'ai dit, c'était vraiment une volonté de lier les mouvements. Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça bloque? Pourquoi je considère que c'est, et comme beaucoup d'autres personnes, c'est un manque de respect. Ça a été très critiqué sur les réseaux sociaux. Et je suis bien d'accord. Mais ça a été aussi très défendu. Donc là, moi, je fais partie des gens qui répondent à ceux qui défendent. Voilà. Il y a eu vraiment dans les défenses cette idée. Et d'ailleurs, du coup, ça me permet de revenir là-dessus. Beaucoup de gens ont critiqué en disant, et c'est le cas, comme je l'ai dit au début, le Pussycat Hat, c'est le type de symbole qui représente un certain féminisme. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle de féminisme, il y a beaucoup de types de féminisme, différents mouvements féministes. Et quand on dit féminisme, généralement sans préciser de quel féminisme on parle, malheureusement, souvent, ça veut dire qu'on parle d'un féminisme blanc, d'un féminisme universaliste, d'un féminisme qui s'attache surtout à défendre le droit des femmes blanches. Je vais expliquer pourquoi. Souvent, on a cette idée que quand on parle du féminisme, on parle de certaines étapes du combat du féminisme, avec cette idée que le féminisme a aidé à développer le droit de toutes les femmes. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on écoute les personnes qui répondent aux critiques, ils disent aujourd'hui on est dans une espèce d'époque où tout le monde critique le féminisme en disant on n'est pas assez inclusif des femmes trans, on n'est pas assez inclusif des femmes noires, on n'est pas assez inclusif des femmes latinas. Donc vous êtes en train, c'est ce qu'ils disent, vous êtes en train de fragmenter un mouvement qui de base sert à toutes les femmes et donc vous, quelque part, vous devenez l'ennemi du féminisme. Et en faisant ça, vous devenez le problème parce que vous nous empêchez de combattre pour toutes les femmes. Le féminisme a aidé toutes les femmes. Regardez, on s'est battu pour le vote, on s'est battu pour l'avortement, on s'est battu pour le droit de travail, etc., etc. Et là, du coup, moi, je suis obligée de revenir pour contextualiser parce que ces arguments ont tendance à se faire selon une espèce d'idée mythique du féminisme. Et je vais le dire, c'est un mythe. C'est cette idée que le féminisme a développé le droit de toutes les femmes est un mythe de la manière dont on représente le féminisme. Et voilà pourquoi il faut s'attarder un petit peu à toujours recontextualiser. Et voilà pourquoi... Non, je vais te laisser terminer. Oui. Parce que là, il y avait... Voilà. Et on reviendra sur pourquoi le Pink Pussy Hat est spécifique à ce mouvement-là. Il faut savoir que, par exemple, on va revenir très simplement. Lorsqu'on parle de féminisme, souvent on parle, comme je l'ai dit, de ce mouvement qui s'est fait autour de plusieurs grosses étapes, notamment droit de vote, droit de travail, contraception. C'est un peu première vague, deuxième vague, troisième vague également, si on veut revenir dans le contexte historique universitaire. Et c'est souvent les grandes étapes que l'on donne en exemple de féminisme qui a aidé toutes les femmes. Et c'est là que je suis obligée de recontextualiser. Tout d'abord, lorsqu'il y a eu ce mouvement pour le droit des votes, notamment un mouvement pour lequel s'est battue Harriet Tubman, puisqu'on va revenir sur l'enracinement du problème, il faut rappeler constamment que le mouvement du droit des votes des femmes s'est fait avant tout pour le droit du vote des femmes blanche. Et je suis constamment obligée de le rappeler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était à un moment de l'histoire où les femmes blanches se battaient pour obtenir le vote, avec le soutien souvent de femmes racisées, mais elles se battaient pour obtenir le droit de vote au moment où également le droit des civiques noirs se battait aussi pour obtenir le droit de vote pour les hommes noirs. D'accord? Et à un moment donné, on a eu ces deux mouvements qui clashaient pour obtenir le droit de vote. Et qu'est-ce qu'a fait le mouvement féministe blanc? Il a littéralement balancé sous le roue des bus les femmes racisées du mouvement en disant, et en ayant une rhétorique de on devrait obtenir le droit de vote parce qu'il n'est pas normal qu'on nous traite aussi mal que les Noirs. On devrait nous obtenir le droit de vote parce que nous sommes blanches. Et donc, on devrait être traité comme tel. Et on a des personnes célèbres, notamment une personne qui a travaillé aux côtés de Harriet Tubman comme Anthony, qui disait « Je me couperai le bras droit avant de me battre pour que les Noirs aient le droit de vote avant les femmes. » Parce que dans son idée, il n'y avait pas de femmes noires. Elle disait « Je me couperai le bras droit avant de voir des Noirs obtenir le droit de vote avant les femmes. »
Donc on a vraiment un mouvement qui s'est créé pour dire, nous on veut le droit des votes parce que c'est normal. C'est une femme, ça, qui dit ça? C'est une femme qui l'a dit, une femme blanche. Elle disait en gros, c'est normal qu'une partie de la population n'ait pas le droit de vote. Ce n'est pas normal qu'en tant que femme blanche, on ne l'ait pas. Ça, c'est très connu. Donc du coup, souvent, lorsqu'on donne la date date à laquelle on a obtenu le droit des votes, vérifiez. La plupart des pays, c'est en fait droit à laquelle les femmes blanches d'une certaine classe sociale ont obtenu le droit de vote. Et parfois, il faut attendre 10, 20 ans, 30 ans pour que les autres femmes des autres classes et les femmes racisées obtiennent le droit de vote. Donc ça s'est pas fait pour tout le monde en même temps et même ça s'est fait à l'encontre de nous. On a servi comme on devrait l'obtenir avant elle. Ça, c'est la première chose qu'il faut toujours remettre en contexte. Également, cette idée de, bah oui, mais le féminisme, c'est aussi un combat. On a lutté pour que les femmes ne soient pas obligées de rester à la maison et qu'elles aillent travailler. Là encore, remettez dans le contexte historique. Les seules femmes qui ont été obligées de rester à la maison, c'était les femmes blanches, parce que c'était les femmes blanches d'une certaine classe sociale, parce que c'était le seul groupe familial qui avait le moyen de vivre avec un seul salaire, c'est-à-dire le salaire de l'homme. Les femmes noires, les femmes racisées, les femmes blanches pauvres ont toujours travaillé. Elles étaient à l'usine, elles étaient celles qui s'occupaient des enfants, elles étaient celles qui faisaient le ménage, elles ont toujours été au travail. Elles n'avaient pas besoin de descendre dans la rue pour dire on devrait avoir le droit de travailler. Elles devaient descendre dans la rue pour dire on devrait avoir le même droit de salaire, on devrait avoir les mêmes droits que les blancs parce qu'on travaille également. On fait tourner la société. Et c'est toujours un problème aujourd'hui. Ce que je rappelle encore une fois, lorsqu'on parle de différence de salaire, constamment aujourd'hui, ce qu'on donne, c'est la différence de salaire entre un homme et une femme. Mais en fait, quand vous regardez les détails, ce qu'on donne, c'est une différence de salaire entre un homme blanc et une femme blanche. Parce que si vous regardez le salaire d'une femme noire, si vous regardez le salaire d'une femme autochtone, elle gagne encore moins que la femme blanche. Donc si vous voulez un véritable écart de salaire, prenez les femmes racisées, prenez les femmes autochtones. Là, vous aurez l'écart de salaire beaucoup plus large avec l'homme blanc. Mais là encore, on s'arrête à cet écart de salaire avec la femme blanche. Donc c'est pour rappeler que lorsqu'on a eu toutes ces personnes qui descendaient dans la rue pour avoir le droit de travailler, c'était en oubliant qu'il y avait toute une partie des femmes, une grande majorité des femmes qui étaient déjà au travail, qui n'avaient pas besoin d'aller batailler pour avoir le droit de travailler, mais qui devaient avoir bataillé pour avoir de meilleures conditions de travail. Et je rappelle également que lorsque les femmes blanches ont obtenu le droit, finalement, ont battu pour obtenir le droit d'aller faire des études, d'aller faire des carrières, ce qui s'est passé, ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a eu des véritables vagues d'immigration que les États faisaient venir de femmes, notamment au Canada, ça va être des femmes de Philippines, par exemple, qu'on va faire venir pour qu'elles restent à la maison, s'occuper du ménage, s'occuper des enfants, pendant que les femmes blanches vont faire carrière, vont faire des études. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une partie des femmes blanches qui ont capitalisé finalement sur le dos des femmes racisées qui se retrouvaient en fait à prendre leur place à la maison dans des conditions, on le sait, avec de très très bas salaires, maltraitées pour certaines, obligées d'habiter chez leur employeur, donc sans jamais avoir de jour off. Donc là encore, ça a été très documenté. Ça est arrivé au Canada. Donc on a ces femmes blanches qui ont finalement fait carrière littéralement sur le dos des femmes racisées après s'être battues pour avoir le droit de sortir de chez elles. Ça ne les dérangeait pas finalement que ce soit d'autres femmes en fait qui s'occupent de ce qu'elles ne voulaient plus avoir en charge. Donc là encore, c'est à remettre en contexte. Et enfin, j'aime bien également remettre en contexte cela, la contraception. La contraception est également beaucoup mise en avant comme cette grande étape du mouvement féministe, le droit à la pilule, ce qui est important. Tout le monde devrait avoir le droit à la contraception, tout le monde devrait avoir le droit à la contraception qui lui convient au moment où elle en a envie. Mais souvent, on nous dit, les femmes racisées, vous n'étiez pas là au moment du combat pour la contraception, vous n'étiez pas là au moment pour le combat pour la pilule. C'est pas totalement vrai. Il y avait des femmes racisées qui ont participé au combat. Mais en effet, par rapport à certains autres enjeux, ça n'a pas été un enjeu qui a mobilisé la communauté femmes racisées. Mais pourquoi? Là encore, on remet dans le contexte. Parce que, à l'époque où on n'autorisait pas les femmes blanches à avoir une contraception, on se rend compte qu'il y avait des véritables politiques de stérilisation forcée, d'avortement forcé et de contraception forcée sur les femmes racisées, sur les femmes noires, sur les femmes pauvres. Je rappelle que, par exemple, à La Réunion, il y a eu des campagnes d'avortement forcé. Je rappelle qu'ici, ça a été des stérilisations envers les femmes autochtones. Pourquoi? Parce qu'il y avait une partie de la population qu'on ne voulait pas se voir reproduire. C'était une partie de la population qui... Parce que pendant l'esclavage, c'était important que les femmes noires aient des enfants, par exemple, parce qu'on avait des choses à gagner. Le maître avait à gagner à avoir plus d'esclaves. Mais après l'esclavage, que les populations noires se reproduisent trop vite et trop nombreuses, là, tout d'un coup, ça devenait un problème. Et la contraception, lorsque c'était vendu aux populations racisées, c'était avec cette espèce d'ordre moral de vous ne devriez pas avoir beaucoup d'enfants, vous êtes un poids pour l'économie, vous êtes un poids pour les aides sociales. Et encore une fois, en 2017, on a Macron qui va en Afrique, puis qui va dire le problème des Africains, c'est qu'ils ont trop d'enfants. Vous voyez, donc c'est quand même un discours qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc au moment où on parle de combat contre la contraception, il faut également voir
pour qui et dans quel contexte? Parce qu'il y a une partie de la population à qui on ne donnait pas le droit d'avoir une contraception, on le forçait sur elle. On a énormément de cas de femmes qui allaient accoucher à l'hôpital, qui revenaient chez elles sans utérus ou avec les trompes ligaturées alors qu'elles n'avaient pas donné leur accord. Ça encore arrive aujourd'hui en 2015, 2016, c'est arrivé dans certaines communautés autochtones, c'est encore documenté, exactement. Dans les colonies d'outre-mer françaises, on a encore ces cas de femmes qui vont à l'hôpital et qui reviennent en n'ayant plus la possibilité d'avoir des enfants sans qu'elles aient donné leur accord. Mais avec cette idée que le médecin, pour X raisons, avait le droit de leur faire subir cela. Et comme ça a été très bien documenté, c'est quelque chose que subissent surtout les femmes noires, les femmes racisées. Là encore, je rappelle que par exemple, la gynécologie, la pilule, les débuts de la gynécologie, ça s'est fait au détriment, malheureusement, même si la gynécologie sert aujourd'hui, mais ça s'est fait au détriment des femmes noires puisque les premières interventions, les premières opérations, c'était sur des femmes esclaves qu'on opérait sans anesthésie. Donc on s'entraînait sur ces femmes-là. Pareil pour l'ablation de l'utérus. Il y a eu des cas, il y a eu des enquêtes, on voyait que ça a été une opération où on s'est entraîné littéralement à Puerto Rico, on s'est entraîné par exemple sur les femmes en Haïti avant de la proposer en Occident et on s'est entraîné dans les communautés les plus pauvres avant de la proposer aux femmes blanches. Donc on voit un peu comment se développe en fait la science médicale de gynécologie, comment se développent certaines opérations, c'est on va s'entraîner en fait sur la population dont si jamais elles ne survivent pas on s'en fiche, avant de pouvoir la proposer à celles dont on veut vraiment que ça serve. Donc lorsque vous remettez le grand mouvement féministe en contexte, vous vous rendez compte qu'en fait ce dont on parle c'est surtout un mouvement qui a servi pour les femmes blanches, d'où le fait qu'il y a eu un développement de l'afroféminisme, d'où le fait qu'il y a eu un développement de féminisme pour les femmes asiatiques, d'un féminisme latin, de womanism, de féminisme en Afrique. Donc il y a eu différents mouvements féministes qui se sont développés en ayant à cœur les expériences, la situation des femmes racisées, des femmes marginalisées qui ont été marginalisées même au sein du mouvement féministe blanc. Ce qui me permet du coup de revenir sur ce qui s'est passé ce week-end-là, c'est qu'encore une fois, ce qui a été très critiqué avec la Women's March, qui est critiqué depuis 2017, c'est de dire où est-ce que vous étiez lorsqu'il y avait Black Lives Matter? Où est-ce que vous étiez lorsqu'on faisait des manifestations pour les personnes migrantes? Et surtout, comment se fait-il que 53% d'entre vous aient voté pour Trump? Parce que vous êtes là en train de manifester après l'inauguration de Trump, mais statistiquement, la moitié d'entre vous a voté pour lui, alors que les femmes noires, plus de 87 ou 90% ont voté pour Hillary Clinton. Et Dieu sait qu'Hillary Clinton, ce n'est pas non plus le choix le plus extraordinaire qui soit, mais elles ont voté. Donc vous êtes là en train de vous plaindre que Trump est arrivé président, mais vous avez littéralement placé Trump à cette place-là. Et là, vous faites un mouvement qui, encore une fois, se veut inclusif, mais qui, ne serait-ce que par son symbole, est excluant. Et qui, ne serait-ce que par le nombre de personnes que vous êtes, comment se fait-il qu'on ne vous voit pas pour les autres femmes? Où êtes-vous lorsqu'on descend dans la rue pour les femmes noires, pour les femmes migrantes, pour les femmes trans? Vous êtes toujours là, par contre, quand il s'agit de défendre le droit des femmes blanches. Et lorsqu'on vous critique, la seule chose que vous arrivez à dire, c'est que vous êtes en train de fragmenter le mouvement. Mais on ne peut pas fragmenter un mouvement qui n'a jamais été uni de toute façon. On ne peut pas fragmenter un mouvement qui ne nous a jamais représentés. Donc vos répliques, en fait, n'ont pas sens si vous prenez en compte le contexte. Non, vous n'avez jamais développé nos droits. On a dû se battre pour nous-mêmes pour obtenir ce que littéralement vous nous empêchez d'avoir pour être sûr d'être les premières à en bénéficier. Donc lorsque vous prenez le Pink Pussy Hat et que vous le mettez sur la tête de Harriet Tubman, c'est littéralement, visuellement, l'incarnation du problème du féminisme blanc. C'est une incapacité à conceptualiser les angles morts déjà, à conceptualiser le fait que l'expérience de la femme blanche n'est pas une expérience de toutes les femmes, et c'est une incapacité à reconnaître le fait que votre mouvement est profondément excluant et que non, vous ne pouvez juste pas prendre une héroïne femme noire qui s'est battue pour les esclaves et battue, esclaves que vous possédiez, on rappelle que les femmes blanches possédaient également des esclaves, hein. Et littéralement, vous prenez cette héroïne-là et vous lui placez le symbole sur la tête comme si ça suffisait et que ce symbolisme, en fait, suffisait à unir ce que littéralement vous avez marginalisé et repoussé de toutes les façons. Et une autre critique qu'on peut faire avec ce type de féminisme, c'est que ça repose énormément sur le symbole, c'est-à-dire sur le côté un peu vide finalement. On peut le remettre sur Instagram, mais en fait, vous marchez une fois par an, puis vous rentrez chez vous, vous faites un chapeau, vous marchez une fois par an, puis après, on ne vous voit plus. Du reste de l'année, Black Lives Matter, on ne vous voit plus. Femmes migrantes, on ne vous voit plus. Quand on se bat pour les classes pauvres, on ne vous voit plus. Il n'y a plus personne. Et en plus, lorsque vous voyez les slogans qui apparaissaient au sein de ce mouvement, c'était assez visible. Par exemple, il y avait une femme qui avait mis une énorme pancarte comme « Les femmes trans, ce ne sont pas des femmes ». Il y avait une autre femme qui marchait avec écrit... Jade, ça c'est une personne. Quoi? C'est une seule Mais elle a été personne. autorisée à marcher. Et elle a fait tout le chemin. Et le problème, c'est que systématiquement, Cyril, tu fais ça. C'est-à-dire que tu prends
quelque chose qui a... Tu me dis, c'est une occurrence. Mais je viens de te donner littéralement tout le contexte qui explique pourquoi cette occurrence fait sens et pourquoi c'est important de comprendre en fait le contexte. Et voilà pourquoi un chapeau rose sur Harriet Tubman, c'est juste pas possible. Ou alors c'est vouloir faire en sorte que la tension de Tati Jadi crève le plafond. Enfin bref, voilà les angles morts du féminisme. J'ai compris le contexte, je le comprends parfaitement le contexte. Et ce que tu dis, tu l'as très bien démontré. Mais je vais plus loin. Tu veux toujours aller plus loin. Oui, non, mais parce que c'est ça, c'est notre... Allez, on ne va pas dévoiler aux auditeurs notre deal. On ne va pas dévoiler aux auditeurs notre deal, mais est-ce qu'on aura un féminisme un jour? Non. Est-ce qu'on aura un féminisme? Non. Et d'où l'importance de l'intersectionnalité, en fait. Il y aura toujours des féminismes, mais il faut surtout se battre pour avoir, et malheureusement ça ne marche pas, étant donné les rapports de pouvoir actuels, mais il faut savoir reconnaître en fait les limites de son propre point de vue et les limites de sa propre situation. Et c'est de cette manière-là qu'après, on peut créer ce que Patricia Hill Collins nomme comme, Patricia Hill Collins, Gloria Anzaldúa Bell Hughes, donc pas seulement Patricia Hill Collins, nomme ce qu'on appelle des alliances. Mais des alliances équitables, c'est-à-dire le contraire de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans le développement du féminisme, c'est-à-dire un féministe blanc universaliste qui coopte les mouvements aux alentours et qui demande à toutes les femmes de soutenir un projet mais qui ne vient jamais rendre l'appareil. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ce que parle par exemple Patricia Hill Collins, c'est de dire il faut que deux mouvements reconnaissent ce dont ils ont besoin, ce dont il leur manque, leurs limites, s'allient en disant ok, voilà ce que je peux t'apporter le nombre par exemple, mais en échange j'ai besoin parce que toi tu as plus d'accès par exemple aux plateformes, que tu représentes tel mouvement, et ensuite comme nous on va descendre dans la rue ou faire ce genre de mouvement, on a besoin que tu viennes nous apporter ton nombre. Ça c'est ce type d'alliance équitable. C'est ce qu'on a pu voir par exemple quand Black Lives Matter a fait alliance avec Idle No More par exemple pour les enjeux des populations autochtones. C'est ce qu'on a pu voir quand au Civil Rights Movement, ce qu'on connaît très peu aussi, mais ils ont fait des alliances avec, Ho Chi Minh, ça a été avec des mouvements spécifiques aussi en Chine, avec des mouvements spécifiques en Asie. Donc il y a eu des alliances, il y a eu des enjeux, il y a eu des retours, il y a eu des échanges d'un point de vue équitable. Ce qui est tout le contraire de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans le développement du féminisme, ce qui est tout le contraire de placer un chapeau rose sur la statue de Harriet Tubman, par exemple. Donc pas un féminisme, multiples féminismes, mais qui sont prêts à s'allier, à s'entraider, à se renforcer. En fonction des enjeux. Exactement. Voilà. Je sais pas, même si jusqu'aujourd'hui on ne sait toujours pas qui c'est qui a mis ce chapeau, mais on imagine que c'était une féministe qui voulait montrer le lien entre les deux mouvements, ou du moins très mauvais. Voilà, donc a priori on peut à ne plus jamais refaire. Très mauvais. À laisser en 2001. Ne vous posez même pas la question. Non. Mais même ce chapeau rose devrait être... Non, mais bon. Oublions ça. Cette histoire d'avoir un symbole qui fasse référence à une espèce d'essence féministe et à la partie génitale des femmes, comme si toutes les femmes avaient ce type de pape. Non, juste non. Mais bon. On pourrait en faire une autre chronique là-dessus. Est-ce que la semaine prochaine, on repart avec les angles morts de quelque chose? La semaine prochaine, on parle de prison. Oh, oui, les angles morts des prisons aussi? Non. Ça ressemble. Prison break. Ça ressemble. Tu vois donc, voilà, tu as dit que tu es resté longtemps, tu as attendu longtemps, mais tu vois, ça a permis... Rattrape-toi, Orange, c'est oui. Qu'on comprenne. Rattrape-toi, Orange, c'est oui. Qu'on comprenne un peu, voilà, quel était le problème qui se pose. Mais ce que tu disais, là, on n'est plus dans ce que tu disais.